Avez-vous déjà pensé que la vie en appartement peut être plus que de simples fêtes bruyantes? Jusqu'à ce que j'apprenne la réalité de ce qui se passait à l'extérieur des murs de mon appartement, j'ai supposé que mes voisins ne se plaignaient que du bruit. Ma femme avait une liaison avec 2 autres hommes, et je l'ai découvert parce qu'ils passaient la nuit dans mon appartement. Quand j'ai appris, j'ai été étonnée, mais j'ai pris la décision d'en apprendre davantage et d'essayer de répondre à l'énigme. Je vais partager cette histoire avec vous aujourd'hui, ainsi que la façon dont j'ai appris la réalité de ce qui se passait dans mon appartement. Jagger a rencontré Christina alors qu'il avait déjà 33 ans. Ses yeux furent attirés dès le début par une fille magnifique mais mince, à l'air maladif, par sympathie et par désir d'aider, et quand ils communiquent et correspondent un peu, il comprend qu'il est tombé amoureux. Comme Igor était dans l'armée et voyageait fréquemment, ils sont restés en contact avec Christina via les médias sociaux. Christina travaillait comme travailleuse sociale, s'occupant des personnes âgées. Presque tous les soirs, ils communiquaient par chat vidéo, échangeaient les derniers événements, exprimaient leurs opinions et devenaient même un peu méchants. Jagger a dit « Je serai bientôt là et je t'embrasserai ». Christina lui manquait sincèrement, et cela faisait 3 mois qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Elle a dit avec un sourire « Je ne peux pas attendre », et Jagger s'est senti chaud à l'intérieur. Jagger était impatient de poser la question à son amante alors qu'il était en ville après l'avoir vue à son arrivée. À la fin de la soirée, il a offert une bague à Christina. Il avait prévu un délicieux souper de célébration pour elle chez lui. Elle a accepté sans hésiter. Avant même qu'il ne puisse sortir la bague de sa poche, il supposa qu'elle avait dit oui. Il a eu un mariage très simple, a amené sa nouvelle épouse dans son appartement, puis est reparti une fois de plus au travail. Christina se sentait misérable et seule. Elle n'a pas pleinement apprécié l'impact de la présence de son mari dans sa vie à partir des appels téléphoniques et du réseautage régulier. Un jour, un ami l'a invitée à un jeu stimulant, lui assurant une merveilleuse compagnie et une soirée amusante. Christina était d'accord avec joie. Elle a salué son équipe après son arrivée à l'endroit et à l'heure désignée. Il y avait 5 autres hommes dans l'équipe en plus de Christina. Tous, à l'exception de Christine, ont fréquenté l'université ensemble et ont eu une forte amitié. Christina a demandé à son copain de l'inviter plus fréquemment car elle aimait le jeu. Elle s'occupa ainsi jusqu'à ce qu'Igor se présente. Christine a abandonné le jeu quand il était à la maison. Elle jura de revenir quand Igor serait parti, alors le reste de l'équipe l'accepta avec grâce. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Christina est revenue au jeu ce soir-là pour la première fois après la pause, leur équipe a gagné, alors ils ont prévu de célébrer dans le café. Ils sont restés là jusqu'à la fermeture, et à ce moment-là, tout le monde dans le groupe était ivre. L'un des hommes, Boris, a suivi Christina au moment de partir. Il flirtait ouvertement avec elle depuis un moment, mais ce soir-là, il est devenu plus audacieux et l'a même embrassée. Christina a téléphoné à l'homme dans son appartement vacant une fois que l'alcool dans son sang a terminé son travail. Ils se sont réveillés dans le même lit le lendemain matin. Plus tard, Boris lui a rendu visite plusieurs fois, ce qui a rendu ses soirées solitaires plus supportables. Quand Igor a vu de petites ecchymoses sur sa femme pendant leurs moments intimes, il a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il s'est enquis de leur origine, Christina a déclaré nerveusement qu'elle les avait achetés alors qu'elle assistait à un cours de danse avec un ami. Ils n'ont plus jamais abordé le sujet une fois que la vigilance d'Igor a été satisfaite par la réponse. Plus tard, Christina a commencé à avoir des romances extra-conjugales avec 2 autres membres de leur équipe en plus de Boris. Lorsqu'un voisin l'a arrêtée dans les escaliers un jour et a menacé de tout dire à Igor, elle n'a pas hésité à les amener chez elle. Elle a d'abord interdit au trio de visiter sa maison, mais lorsque l'été est arrivé, le voisin vigilant a emménagé avec le chalet et Christina a repris l'ancienne maison. Elle se tourna le pouce vers la tempe et utilisa un langage grossier en informant son copain de Christina. Leur interaction et leur participation au jeu se sont arrêtées après cela. Igor voyait souvent les regards mécontents de ses voisins lorsqu'il rentrait chez lui. Un couple marié qui vivait juste au-dessus de l'appartement de Igor et Christina et qui venait d'avoir un enfant lui a dit que leur intimité avec sa femme était particulièrement bruyante et turbulente. Il apprit d'eux que Igor n'était pas le seul à entendre les gémissements. Les gémissements de notre appartement ont suscité des plaintes de la part de nos voisins. Qu'en pensez-vous? Ce soir-là, il a interrogé durement sa femme. Elle avait honte et a dit qu'elle regardait parfois des films intrigants sans son conjoint. Pour ainsi dire, elle l'a fait pour déstresser et augmenter les attentes de son mari pour son voyage d'affaires. Ces commentaires ont ému Igor et il a pris Christina au mot. L'automne est arrivé. Toutes les routes de la ville étaient couvertes de feuilles colorées tombées des arbres. Igor attendait avec impatience ses vacances imminentes pendant les derniers jours de son voyage d'affaires. Afin de surprendre sa femme, il a réservé un séjour à l'hôtel de luxe et a payé un voyage à la plage. Dans cet esprit, il est rentré chez lui.
À l'extérieur de sa maison, il a rencontré Grigori Ilitch, un voisin qui avait précédemment menacé de révéler Kristina en sortant du taxi. Son expression était grave. Il n'a même pas donné à Yegor son sourire habituel. Il a été accueilli froidement par le voisin qui a ensuite sondé Yegor pendant un moment. Yegor a été surpris lorsque l'homme est entré dans la pièce de loin et a dit « Votre femme ne perd pas de temps. Elle a des hommes qui viennent, 3 d'entre eux. » Il a commencé par parler de sa vie et de sa femme. Son dos s'effondra alors que son pouls augmentait soudainement. Il considérait Grigori Ilitch comme s'il venait de dire la chose la plus stupide possible. Cependant, il pouvait voir à tout le comportement de l'homme qu'il ne mentait pas. Après avoir remercié son voisin pour l'information, ce dernier lui a crié après Yegor de faire une présentation adulte. Le conjoint finit alors de tout reconstituer dans son esprit. Les voisins se sont plaints des foins sur le corps de sa femme et des gémissements. Tout était évident. Yegor lui-même ne le voyait tout simplement pas, et Ilitch ne voulait pas non plus. Kristina était censée être dans sa maison. Lorsque son train est arrivé, Yegor l'a contactée depuis la gare. Elle lui donna un câlin chaleureux et un sourire en l'accueillant. Quand elle a vu que son mari agissait étrangement, elle a gentiment demandé ce qui se passait. Yegor fixa son regard sans ciller sur sa femme. Il a été confronté de manière inattendue à une dame mal aimée d'une femme étrange et désagréable dont il avait rêvé. Il avait même l'impression que sa femme sentait étrangement et bizarrement. Grigori Ilitch a été vu. Alors qu'Yegor commençait, il vit Kristina trébucher et s'agripper au montant de la porte. On m'a raconté quelque chose de fascinant ici. Les lèvres de Kristina tremblaient alors qu'elle le regardait avec crainte. Elle devint même pâle pendant que Yegor parlait. Kristina sanglota furieusement au sol, ses mains couvrant son visage. Elle n'a pas contesté la vérité. Elle ne cachait rien. Elle a juste donné la vérité à Yegor. Il l'écouta alors qu'il était assis sur un siège dans le couloir. Il a brusquement dit « Je vais vendre l'appartement ». Kristina a pleuré encore plus quand elle a dit « Je ne peux pas vivre ici après ça. C'est dégoûtant ». Elle a supplié son mari de lui pardonner, mais il a simplement secoué la tête et a dit « Désolé ». Yegor n'était pas malhonnête. Dès le lendemain, il a mis l'appartement en vente, et parce qu'il l'a délibérément mis en vente, les acheteurs se sont rapidement manifestés. Il a déménagé et divorcé tout au long de son voyage. De l'autre côté, Kristina est retournée chez sa mère. Elle n'avait même pas les moyens de louer un appartement avec son salaire de travailleuse sociale dans une petite ville. Stupéfaite, sa mère sanglota pendant des jours. L'un des 3 gars avec qui elle traînait, Boris, lui a avoué qu'il s'était battu pour savoir si l'un d'entre eux pouvait faire en sorte qu'une femme mariée se sente sexuellement attirée par eux. Kristina était totalement consternée par les nouvelles et l'humiliation qu'elle avait reçues. Elle avait bêtement cru qu'elle les aimait tous les 3, tout simplement. Kristina sanglota et réfléchit à tout cela pendant un moment. Elle avait perdu le contact avec cette affaire. Elle n'a pas non plus eu le temps de chercher un remplaçant. Elle a fait un effort pour obtenir un poste à temps partiel afin de pouvoir quitter la maison de sa mère. Mais elle avait tout le temps de réfléchir à la façon dont sa propre trahison avait nui à sa propre vie avant de s'endormir. Au départ, c'était juste un jeu qui n'était pas censé avoir d'effet durable. Elle essayait seulement de tricher pour voir ce qui allait se passer. Mais bientôt, elle se retrouva aspirée dans un vortex de désir dont elle ne pouvait s'échapper. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire d'une femme qui, après s'être initialement préparée à un petit changement, s'est retrouvée au bord de l'infidélité. Depuis 5 ans, Nikita et Dasha sortaient ensemble. Après s'être mariés, ils ont emménagé dans l'ancien appartement des parents de Nikita, qu'ils ont ensuite décidé de laisser à leur enfant après l'avoir loué pendant un certain temps. Nikita travaillait chez un concessionnaire automobile, tandis que Dasha était administratrice d'un cabinet dentaire. Ils se disputaient rarement et avaient une relation très égale. À ce stade, Dasha commença à montrer un aspect inattendu de sa personnalité. Elle avait l'habitude de rassurer son mari en lui disant qu'elle aimait vraiment son travail et qu'elle pouvait gagner de l'argent plutôt que de rester assise à la maison à ne rien faire. Mais soudain, elle commença à évoquer son épuisement à force de traiter avec les gens de plus en plus fréquemment. Elle évoquait parfois ses amis, à qui leur mari avait donné le feu vert pour ne pas travailler parce qu'ils pouvaient subvenir aux besoins de toute la famille. Naturellement, Nikita comprit ce qu'elle essayait de dire. Mais pour l'instant, il ne voyait pas comment ils pourraient gagner assez d'argent pour subvenir à leurs besoins tous les deux. Il attendait avec impatience une augmentation des revenus au travail. Il avait récemment rencontré son manager et demandé une augmentation. Ils lui promirent de lui donner une réponse quand ils y auraient réfléchi. Nikita n'a malheureusement pas été impressionné le jour où ils ont prévu une autre conversation avec son patron. L'employeur a été informé qu'il ne pouvait pas réexaminer sa rémunération pour le moment.
L'homme est arrivé à la maison ce soir-là de mauvaise humeur. Il devait encore partager cette conversation avec sa femme. Elle semble plus préoccupée par le choix de son mari. L'agitation de Dasha était comme prévu. Elle s'est même irritée au début. Elle avait vraiment dépendu de la promotion de son mari parce qu'elle la rapprochait d'un niveau de vie plus élevé, sinon d'une libération totale de son emploi. Elle a blâmé son mari de ne pas avoir insisté pendant une longue période ce jour-là, et elle est restée silencieuse le reste de la soirée. Environ une semaine s'est écoulée. La femme a informé Nikita un jour qu'elle avait choisi d'assumer des quarts de travail supplémentaires ce mois-ci après avoir laissé partir une partie de sa colère et de ses plaintes. Le couple devait partir en vacances. Depuis très longtemps, elle voulait s'acheter un nouveau téléphone. Le moment était venu d'augmenter les revenus. Le mari s'est contenté de noter les déclarations de sa femme plutôt que de se disputer. Et vous pouvez clairement voir à partir d'eux que vous ne m'avez pas fait de cadeau. L'homme a même commencé à réfléchir à la somme d'argent dont il aurait besoin pour économiser pour un nouveau téléphone en cadeau et quand il aurait besoin de le faire. La suggestion a été comprise. J'avais ajouté des quarts de travail supplémentaires à ma clinique un mois plus tôt, mais le travailleur posté n'était toujours pas rentré de vacances. Mon mari voulait parfois s'enquérir de son collègue, mais il arrivait généralement le soir, épuisé, et cette pensée lui échappait complètement. Nikita s'est levée tôt un week-end. Dasha était parti pour le quart de travail et n'était plus à la maison. Il se rendit tranquillement à la cuisine pour se préparer une tasse de café, mais fut interrompu par un appel téléphonique inattendu. Alexander, un bon ami à lui, a appelé. « Bonjour, êtes-vous déjà debout ?» « Allez, dit-il avec inquiétude dans la voix. Quelque chose de sérieux, très probablement. À ce moment-là, Nikita ne se souvenait pas que Sacha l'ait emmené quelque part. Comme Nikita n'avait même pas eu le temps de manger à la maison avant leur rencontre, il venait de se commander le petit déjeuner lorsqu'ils entrèrent dans le café. « Vous vous souvenez de notre Grishka alors ?» Son compagnon fut présenté. Il est récemment allé poser un plaquage, et comme vous le savez, ce plaisir n'est pas bon marché. L'homme, cependant, peut-il se le permettre ? Il possède un certain nombre d'hôtels. Nikita répondit. « Pourquoi m'as-tu appelé ? » Pour discuter d'avoir de nouvelles dents. Il gloussa. « Comment puis-je vous informer ? Il a visité la clinique où travaille votre Dasha, et c'est là le problème. Elle aurait conservé son numéro après la réunion et aurait commencé à lui envoyer des messages à partir de son propre numéro. Il a pris la décision de se vanter auprès de moi de la façon dont une beauté de clinique lui faisait des avances. J'ai tout de suite pris conscience quand j'ai appris le nom du dentiste. » En même temps, l'appétit de Nikita disparut. Il s'enquit gentiment du sujet précis des lettres de sa femme à leur copain commun. Il l'informa qu'elle l'avait supplié de le rencontrer et qu'elle avait flirté ouvertement avec lui. Ils s'étaient même brièvement croisés une fois, mais c'était simplement pour la conversation et rien de plus. Mais il était évident qu'elle avait de grandes aspirations. Le numéro de téléphone de Grisha a été demandé par Nikita, qui l'a ensuite appelé ce jour-là. Il a parlé de la circonstance et s'est enquis davantage de leur rencontre. En fait, elle l'avait vu le jour où elle devait avoir un quart de travail supplémentaire. En d'autres termes, il est possible que son petit ami n'ait pas pris de vacances. Dasha s'est simplement créé une excuse pour pouvoir rencontrer d'autres hommes sans risque. En échange d'un de ses quarts de travail supplémentaires, le mari a demandé à sa connaissance de le mettre en relation avec Dasha. De plus, pour être clair, il s'agit d'un véritable rendez-vous amoureux, potentiellement avec une continuation plutôt qu'une simple réunion pour parler. Et il planifiera la suite tout seul. Lorsque Grigory s'est rendu compte qu'il avait flirté avec la femme de son vieil ami, il a d'abord eu honte et n'a même pas voulu participer à toute l'affaire. Mais après réflexion, il en est venu à la conclusion que son ami avait besoin d'aide pour tout entourer. Grigory et Dasha se sont rencontrés le jour prévu dans un restaurant. De plus, Nikita était à proximité dans la rue. Alors qu'ils avaient une conversation agréable, le faux amant a signalé à son copain qu'il était temps que sa femme, tout simplement, commence à flirter avec lui en lui tenant la main et en lui faisant des suggestions pour prolonger la soirée. Nikita entra dans l'établissement et se dirigea rapidement vers leur table. Pas même assez de temps pour que Dasha lui enlève ses doigts. « Quoi de neuf, ma femme ? Avez-vous un quart de travail itinérant aujourd'hui ?» Son conjoint s'enquit d'un ton moqueur. Dasha pâlit en faisant un visage stupéfait à son mari, détourna le regard et fit un effort pour ne pas croiser son regard. Après avoir détaillé chaque interaction qu'ils ont eue, Grigory a conclu en disant « Et vous avez vu le reste par vous-même ». Lorsque le mari a essayé de soulever sa femme de la table en lui attrapant le bras, elle s'est retirée terrorisée. « Je ne te toucherai pas, alors partons. Sortez vos affaires de l'appartement et partez tout de suite. » Son conjoint a dit.
Dasha n'a opposé aucune résistance car elle savait que son mariage était terminé. Au début de la semaine suivante, Nikita s'est présentée à son lieu de travail pour informer le directeur que leur administratrice avait créé un groupe de rencontres pour elle-même. Lorsque le quart de travail de Dasha a appris que le mari de Dasha était arrivé, elle l'a informé que Dasha l'avait déjà fait auparavant. Elle a rapidement enregistré son numéro lorsqu'elle a vu un client entrer avec de l'argent, puis a fait un effort pour engager une conversation avec lui. Il semble qu'elle cherchait un choix meilleur et plus riche. 2 témoignages ont suffi. Dasha a perdu son emploi à la clinique. Elle a pu louer un petit appartement, mais comme elle était sans emploi, elle n'a pas pu renouveler le bail. Elle a ensuite emménagé temporairement chez des amis à la recherche d'une nouvelle carrière. Elle avait encore une liste solide de prétendants possibles, bien sûr. Aucun d'entre eux, cependant, ne s'est précipité pour répondre à la femme odieuse. Nikita a rapidement commencé à vivre seule et à demander le divorce. Et en raison des circonstances entourant son ex-femme, il en est venu à ses propres opinions. Il a ensuite délibérément évalué le mercantilisme de ses choix potentiels pour les maîtresses. Heureusement, son copain Grisho était maintenant prêt à l'aider également. Un tel récit de vie est donné ici. Que pensez-vous de cette circonstance et des actions du personnage? Faites-le nous savoir dans les commentaires. J'apprécie que vous preniez le temps de lire toute l'histoire. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne d'Histoire pour vous. De plus, assurez-vous que vous aimez cette vidéo. Et en faisant cela, vous contribuerez grandement à la promotion de la chaîne. Dans le monde des opérations et des services secrets, il n'y a pas de frontières infranchissables pour un colonel à la retraite. Quand j'ai découvert la trahison et la trahison de ma femme, j'ai décidé d'utiliser toutes mes compétences et mes ressources pour lui faire comprendre ce qu'est la vraie vengeance. Une histoire captivante vous attend, où les frontières entre la vérité et le mensonge deviennent de plus en plus floues. Tromper votre femme bien-aimée est effrayant avant tout par sentiment. Sa nature féminine perçoit l'adultère comme une sorte de victoire sur son mari, lui donnant droit à une liberté d'action ultérieure. La vraie nature féminine dans l'histoire abonde. Il existe de nombreux cas où une femme a facilement échangé son mari contre son pire ennemi, même s'il a tué le père de ses enfants avant de le faire. Et il était facile d'aller vers l'intimité avec quelqu'un qui était plus proche au moment où elle voulait cet amour. À quelques exceptions près, l'amour, l'éducation traditionnelle, la religion, la parenté étroite, il est facile pour une femme d'entrer en contact avec une autre, surtout lorsqu'elle est loin de chez elle et de sa famille, dans un centre de villégiature ou en voyage d'affaires. La liberté est toutes sortes d'hommes volontaires. La femme devient même fière de sa tromperie et s'arrête rarement après la première fois réussie. Il y a un sentiment de supériorité et de pitié dégoûtante pour son mari excité en elle. Et parfois, elle ne supporte pas de se vanter. Et qu'en est-il de ses victoires? Son mari n'aura peut-être pas le temps de le savoir. Et regardez son humiliation est si doux. Je suis désolée pour mon mari. Personne ne mérite cela. Heureusement pour les maris dont les femmes les aiment ou du moins les respectent. Dans d'autres cas, et c'est la majorité, les épouses sont préservées de la fornication par la crainte de perdre leur bien-être matériel. C'est la réalité de la vie de famille de nos jours. Ma femme et moi avons eu une histoire d'amour passionné. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête de Noël et nous ne nous sommes plus jamais quittés. Nous nous sommes rencontrés pendant près d'1 an. Nous nous comprenions presque sans un mot. Nos cœurs battent à l'unisson. Nous nous sommes mariés tôt. J'avais 20 ans et Olga 19. 9 mois plus tard, un fils est né. Puis une fille 4 ans plus tard. Nous ne vivions pas comme ça. J'ai obtenu mon diplôme de Polytechnique et j'ai rejoint l'armée pendant 2 ans. Je suis resté dans l'armée et je suis devenu officier de carrière. L'armée payait bien pour cette époque. Nous devions revenir avec un salaire d'1 centime pour un ingénieur. Non, ma femme n'avait pas à travailler. Mon argent était tout à fait suffisant pour subvenir aux besoins de ma famille. Juste après mon mariage, mes parents sont morts dans un accident de voiture. La seule famille qui me restait était mon grand-père Panis et même qu'il vivait loin de moi dans la campagne biélorusse. Il n'y avait aucun moyen de le sortir de là. Mon service se passait plutôt bien. Au bout de 5 ans, j'ai été envoyé dans le groupe de forces occidentales de la RDA. Après 1 an de service, je suis allé en Afrique en tant qu'instructeur. Un jour, alors que je revenais d'une opération, mon véhicule blindé a heurté une mine. J'étais assis sur l'armure avec mes jambes sur le côté et l'onde de choc m'a projeté à 7 mètres de la route. Mon dos a heurté le sol et j'ai perdu connaissance pendant un moment. Quand je suis revenu à moi, je n'ai pas pu respirer complètement pendant longtemps. À l'hôpital, le bon médecin a dit que j'étais né avec ma chemise. Si je heurtais un rocher, c'était tout. Au moins une colonne vertébrale fracturée. Mais ce n'est pas grave. Je vivrai.
Certes, j'ai précisé que les conséquences pourraient être fâcheuses, mais qu'elles n'apparaîtraient pas de sitôt. Donc, tant que vous vivez, capitaine, et soyez heureux. Je me réjouissais. Avec ma famille. Après l'effondrement de l'Union soviétique, j'ai fait le tour du monde. Je suis allé en Serbie et je suis retourné en Afrique. Il a purgé jusqu'à 45 ans et a été libéré pour des raisons de santé. Il a été transféré dans la réserve avec le grade de colonel. Cela n'aurait pas pu être quoi, comme beaucoup pourraient le penser. Les colonels sont divisés en 3 types. Monsieur le colonel, colonel et salut colonel. Alors me voilà un avec une petite pension et un ensemble de décorations d'officier standard. Heureusement, dans ma vie natale, j'ai gardé l'appartement de 3 pièces de mes parents. Nous avons emménagé là-bas. Pendant le service, nous avons économisé de l'argent, il y en avait donc assez pour la première fois. Cela aurait été bien, mais les conséquences de la blessure au dos n'ont pas duré longtemps. Au début, c'était juste une douleur dans le dos et le bas du dos. Puis ma jambe a commencé à s'engourdir. Plus tard, des douleurs sauvages dans la colonne vertébrale et une défaillance de la jambe gauche ont commencé. Ainsi, avec le temps, avec une tristesse silencieuse, je suis devenu un sous-homme et un sous-mari à temps partiel. Je ne peux pas dire que pendant tout ce temps, Olia et moi avons mal vécu. Il y avait toutes sortes de choses, mais il n'y avait pas de tromperie sur moi ou ma femme. Jusqu'à ce qu'Olia aille travailler après ma libération de l'armée. C'est là que tout a commencé. Dernièrement, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital pendant longtemps. Il fut un temps où je suivais un traitement et une rééducation pendant près de 6 mois. Ma femme est d'abord venue me voir, mais a ensuite disparu. Mon fils est venu me rendre visite. Il m'a dit que maman s'était cassé la jambe et qu'elle ne pouvait pas venir. Olia est apparue 4 mois plus tard. Elle a dit qu'elle était en cure de désintoxication et ainsi de suite. À première vue, son attitude envers moi n'a pas changé, mais ce n'était qu'au début. Olga a commencé à beaucoup voyager, parfois pendant longtemps. Plusieurs fois, elle est allée dans un sanatorium avec un ami. Elle a dit que je n'avais pas le droit de le faire et qu'elle était terriblement fatiguée. Elle a parlé au téléphone pendant un long moment, me raccrochant au nez alors que je m'approchais. J'ai réalisé qu'Olga avait quelqu'un, mais mes soupçons jusqu'alors n'ont pas été précisés. Et puis un jour, je surfais sur Internet et je suis allée sur la page de ma camarade de classe, ma femme. Elle avait oublié de la fermer. Là, je suis tombée sur une photo très intéressante. C'était l'image d'une famille heureuse. Imaginez ça, hein? Une femme avec la tête inclinée vers un jeune homme qui lui tenait la main. Sur sa main libre, l'homme tenait un bébé d'1 an. Oui, la famille a regardé dans l'objectif et a serré les dents joyeusement. Donc, dans le rôle de la femme heureuse, il y avait mon Olga. J'ai fouillé chez ses amis sur le site et j'ai trouvé ce type macho. J'ai ouvert sa page et j'ai été décontenancée. L'une des photos publiées était d'Olga avec un bébé et un homme heureux les serrant dans ses bras. Le même que celui de la première photo. Et la légende était notre bébé. Donc, si vous pensez que votre femme vous trompe, vous savez que ce n'est pas vous. Oui, c'est un rebondissement. Allez, Olga. Elle a une liaison à côté, vit dans 2 familles et un bébé. Quand a-t-elle fait ça? Je l'ai compris juste au moment où je suis allée à l'hôpital pendant longtemps. Elle devait être enceinte encore plus tôt, mais elle était petite et ne l'a pas remarqué. Et puis elle s'est cassé la jambe. J'ai décidé de me détendre et de me débrouiller avec un ancien collègue, un policier. J'ai tout découvert sur ce pic qui avait mon Olga et une relation avec elle. Il avait 7 ans de moins qu'elle. Il s'appelait Igor, homme d'affaires, cela ne fait aucun doute. Je traîne avec ma femme depuis près de 2 ans maintenant. Oui, il l'a mise enceinte et veut en quelque sorte l'épouser. Je me suis dit que c'était la fin. Si une femme a le bébé d'un autre homme, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai jamais pu comprendre cette phrase. Vous devez vous battre pour l'amour. L'amour est là où il n'est pas. Il n'y a pas d'autre option. Combattez-le. Ne le combattez pas. Si vous êtes tombé amoureux, écrasez-vous la tête contre le mur. Hashtag, vous ne pouvez rien changer. Le temps tue l'amour. Pendant que je réfléchissais à la façon dont je pourrais parler à Olga de notre relation, tout s'est arrangé. Un soir, Olia a amené son homme d'affaires chez nous. Ils se sont assis dans le couloir et ont entamé une conversation déchirante avec moi. Ou plutôt, mon amant a parlé et Olga a seulement hoché la tête en conséquence. Le fait est qu'Olga était encore jeune et que c'était un fardeau pour elle. Elle finirait par ruiner sa vie avec moi et ainsi de suite dans la même veine. J'ai écouté patiemment.
Mais quand il a proposé de quitter l'espace de vie, l'appartement de mes parents et d'emménager dans un foyer pour handicapés, je l'ai poliment appelé plus près de moi. Je ne me doutais de rien. Il se pencha vers moi avec un sourire méprisant du mâle alpha. Olga comprenait tout et voulait l'avertir, mais il était trop tard. Mais j'avais un bon coup droit, alors le macho la sentit comme un marteau à la mâchoire. Il leva les yeux au ciel et s'envola dans un coin, se cognant la tête contre le mur. Je savais que j'avais réagi de manière excessive. Cela n'allait rien changer. Eh bien, au moins, cela a fait une différence. Évidemment, Olia a crié et a essayé d'apporter les sentiments de l'amant en même temps qu'il m'a expliqué qui j'étais. Impuissant, monstre, colis, suceur de sang, j'aimerais que tu sois mort, espèce de bâtard. Telles sont les épithètes les plus affectueuses que ma femme m'a appliquées. J'ai écouté sans interrompre. J'ai attendu que son mari revienne du ciel sur la terre pécheresse et leur dise de sortir de ma maison. L'homme macho crachant du sang à travers des dents ébréchées a menacé de me rencontrer dans une ruelle sombre, et prenant son trésor dans ses bras, est sorti en trompe de mon appartement, laissant ma femme autrefois bien-aimée pour laquelle je n'aurais pas épargné ma vie, sans même regarder dans ma direction. J'avais assez vécu, mais je ne savais pas encore avec quelle facilité les femmes renonçaient sans hésitation à leur ancien amour, d'une manière cruelle et irréfléchie. Je m'attendais à ce que les hommes d'affaires me dénoncent à la police, mais rien ne s'est passé. Olga a dû m'en dissuader. La dernière chose qui m'a permis de m'en sortir a été la décision de mes enfants de partir vivre avec leur mère et son nouveau mari. Personne ne veut de père malade. J'ai bu pendant 2 mois, constamment dans un état de crainte. Tout en moi a brûlé. Quand j'ai commencé à confondre jour et nuit, j'ai réalisé que si je n'allais pas chez mon grand-père au milieu de nulle part, je serais complètement gaspillée ou je deviendrais fou. Pendant tout ce temps, les enfants ne m'ont jamais appelé. En fait, ils n'ont pas répondu à mes appels. Rien d'autre ne m'a retenu dans cette ville. Je me tenais dans la salle de bain et je me regardais dans le miroir. C'était pathétique. Un visage meurtri, avec de fines toiles de veines et des poches sous les yeux, de longs cheveux sales et une planche qui ressemblait plus à un gant de toilette. Seul un insigne de l'armée en argent sur une lanière, un souvenir des Balkans et un tatouage en forme de chauve-souris sur mon avant-bras me rappelaient mon passé militaire. Nous avons ensuite été coincés dans les montagnes, incapables d'échapper aux pièges naturels. Les tirs de mitrailleuses à poignard sur les flancs nous ont forcés à nous défendre en formation presque totale, nous obligeant à percer à chaque fois, subissant de lourdes pertes en même temps. Nous n'avions pas d'issue. L'ennemi était devant et les falaises abruptes étaient derrière nous. Bientôt, il ne restait plus que cet homme dans notre compagnie déjà incomplète. Le feu sur nous était si dense qu'il ne nous permettait pas de lever la tête. Il me restait le dernier chargeur et le canon de l'AKM était si chaud qu'il était temps d'allumer une cigarette dessus. Eh bien, Quada, on dirait que nous sommes finis. Le commandant m'a appelé par mon nom de famille. Une attaque de plus et c'est tout. Vous suggérez que nous abandonnions ? J'ai attaché le chargeur et armé le verrou. Inutile. Ils nous gaspilleront de toute façon. Oui, ils ne s'embêteront pas avec nous. Le commandant m'a apporté la mitrailleuse. Il nous restait à nous vendre plus cher. Le jour se dirigeait rapidement vers le soir. Les objets locaux avaient déjà commencé à projeter de longues ombres lorsqu'un bruissement a retenti derrière moi et que des pierres ont été éparpillées. Je me suis retournée avec mon doigt sur la gâchette. Un vieil homme est apparu derrière un tas de pierres derrière nous. Il était tout de noir vêtu et agitait la main. Suivez-moi rapidement. Il y a un chemin ici. Et nous nous sommes éclipsés sous le nez même de l'ennemi. Lorsque nous avons franchi le col, le moine avait disparu, il n'y avait donc personne à remercier. Disparu pour ainsi dire. Et c'est ainsi que dans la petite ville serbe la plus proche, nous avons commandé des jetons en argent à un bijoutier local. Nous avions notre propre matériel. Des fragments d'une croix pectorale en argent que nous avons trouvés dans une église serbe en ruine. Il y en avait juste assez pour tout le monde. Chacun des survivants portait le jeton comme une amulette, ne l'enlevant en aucune circonstance. J'ai soupiré et j'ai pris les ciseaux. À la gare, j'ai acheté un billet pour le train du soir sans trop de problèmes et j'ai donné un télégramme sur le nez à mon grand-père. Un nouveau tournant dans mon destin commençait. Partie 2. Je suis retournée en ville à la fin du mois de mars et j'ai immédiatement plongé dans le tourbillon des événements. J'ai allumé mon téléphone portable dès que j'ai commencé à recevoir des messages concernant des appels manqués. La part du lion était les appels du combat, certains appels de numéros inconnus, à ma grande surprise, certains appels d'Olga. Que voulait-elle ? J'ai composé le combat immédiatement. Quada, nous devons nous rencontrer. Il y a un sujet. Ça va ? Combat parlait avec des phrases confiantes, justifiant son indicatif d'appel. Quand et où ?
J'ai également essayé d'être très bref. Demain au restaurant de l'Hôtel Plaza, vers 9h. Ils ne me laisseront pas y aller avec mon visage. Je me rase le visage, vaporise de l'eau de Cologne et lave mes jeans. Ne soyez pas fous. J'attends. Au revoir, le combat s'est évanoui. Je suis allée aux toilettes et je me suis regardée dans le miroir. Une tasse, c'est une tasse. Vraiment? Qu'est-ce qui est stupide? J'ai souri. Je me demandais ce qu'il voulait m'offrir. Je me sentais bien. Je ne pouvais même pas croire qu'il y avait un moment où je pouvais à peine bouger. Mon dos ne me faisait pas mal. Seulement parfois, la nuit, je me réveillais avec une douleur à la jambe gauche, comme pour me rappeler la maladie passée. J'ai regardé dans le réfrigérateur. Vide. Rien. La situation était normale. J'ai pris un morceau de saindoux et un pot de champignons marinés en partant pour la ville. Je vais aller chercher du pain. La sonnette retentit. C'est étrange. Je n'attends personne. Olga se tenait-elle sur le palier? Oui, de manière inattendue. Que veux-tu? Je ne voulais vraiment pas la voir. Eura, je t'en supplie, écoute-moi. Elle parlait doucement, évitant de croiser mon regard. Puis-je entrer? Entrer dans la cuisine. Dis-je, laissant entrer l'invité non invité. Elle s'assit sur un tabouret et regarda silencieusement le sol pendant un certain temps, rassemblant ses pensées. Eura, j'ai quitté Igor. Qu'est-ce que c'était, tant d'amour? Avez-vous trouvé un nouvel ami? Je ne me souciais vraiment pas de ses problèmes avec Igor ou qui que ce soit d'autre. Je n'avais pas de pain pour le dîner. C'est ce qui me dérangeait le plus en ce moment. Et qu'en est-il de notre bébé? Je l'ai déposé pour Igor. Eura, ce n'est pas son bébé, c'est ton fils. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Igor a fait un test ADN, et c'est là que tout est sorti. Quelle différence cela fait-il? Ce n'est pas le mien. Quelle différence cela fait-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous n'avez plus d'argent? J'ai regardé ma montre, vous faisant savoir que je n'ai pas le temps de bavarder inutilement. Vous avez fait votre choix. Vous et les enfants? Que voulez-vous de moi? Eura, le garçon est malade. Il a besoin d'argent pour se faire soigner. Oh, vraiment? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je n'ai pas d'argent supplémentaire. Eura, je t'en supplie, il est en soins intensifs en ce moment. Les médecins disent que s'il n'est pas opéré bientôt, il mourra. Je n'ai pas d'argent, et l'appartement, il peut être vendu. Olia, tu es folle. Eura, nous avons vécu ensemble pendant 20 ans. Je me souviens. Je l'ai interrompu. Quand tu m'as trahi, quand tu m'as quitté, n'y as-tu pas pensé? J'ai soudain pensé que notre conversation me rappelait une scène d'un mélodrame bon marché. Eura, je suis désolée, il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé à toi. Elle pleurait presque. J'ai fait une terrible erreur. Je t'ai abandonné, notre famille. Elle a continué à parler et j'ai regardé en silence ma femme autrefois follement aimée. La femme pour laquelle je n'hésiterais pas à donner ma vie. La femme qui, sans hésitation, m'a cyniquement abandonnée dans une période difficile. La femme qui m'a coupé de sa vie et m'a quitté pour un autre homme. Et maintenant, elle a soudainement repris ses esprits et me demande de l'aide. Olga a nié que le temps qu'elle avait passé sans moi lui avait fait réaliser à quel point elle m'aimait. Ce n'est que maintenant qu'elle comprenait et réalisait que j'étais le seul vrai homme dans sa vie. Ces mots s'attardèrent, me bercèrent dans un fantasme que j'étais le seul à appartenir à son cœur. Désolée. Désolée. Elle répétait le mot comme un sortilège. Et je l'ai regardé et je l'ai imaginé embrasser et caresser son amant. Pensait-elle vraiment que je croirais ces paroles, qu'elle était confuse, qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait, que cette femme qui m'a trompée, a eu un enfant avec son amant, m'a quitté et a passé son temps libre avec un autre homme, et n'a jamais pensé à moi, qu'elle était de retour, parce qu'il s'est avéré qu'elle n'aimait que moi. En son temps, elle a trouvé une excuse à sa méchanceté et n'a pas hésité à me quitter. Elle avait apprécié les plaisirs sensuels de son amant, ayant été plus d'une fois dans son lit. Et elle planifiait de sang-froid le moment de me donner un dernier coup fatal. Mon Dieu, est-ce que je deviendrais si stupide? Prêt à croire tous ses mensonges, j'ai écouté silencieusement son monologue rempli de remords. J'avais quelque chose à lui dire. Quand le feu de l'action s'est souvenu que vous aviez un mari, j'ai été submergée par l'émotion. Vous avez demandé de l'argent. Je ne me soucie pas de vous et des vôtres. Je n'ai pas terminé. Olga tomba soudain à genoux. Chère Yuroshka, aidez-moi. Ce n'est qu'un petit garçon. Ce n'est pas de sa faute.
Nous vivons maintenant dans l'appartement d'une pièce de ma mère. Voilà. Nous aurions vendu l'appartement de maman, mais nous n'avons nulle part où vivre. Olga fondit en larmes. Olga, va-t'en. Je me détournai pour ne pas voir ses larmes. Qu'est-ce que je me soucie d'elle et de son enfant? Et essayai de rester hors de ma vue à nouveau. Olga sentit quelque chose dans ma voix, et sans essuyer ses larmes, se dirigea vers la porte. Yura, elle avait quelque chose d'autre à me dire. Sors. Je l'ai presque coupée. La porte d'entrée claqua. Je n'avais jamais réussi à manger du pain. Olga a erré dans la rue, enneigée par la première neige. Elle savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Le désespoir lui donna envie de crier et elle serra sa main sur sa bouche. Dans le dernier trolleybus, Olia est arrivée à l'hôpital. Michal gisait dans une pièce séparée, branchée à un ventilateur, empêtrée dans des tubes et des intraveineuses. Près de son lit, dans une robe blanche drapée sur ses épaules, était assise sa mère. Eh bien, Olga secoua négativement la tête. Yura a refusé d'aider. Elle se couvrit le visage de ses mains et sanglota. Eh bien, bonjour, Quata. Bonjour, Combat. Nous nous sommes serrés dans les bras et embrassés. Puis nous nous sommes éloignés et nous nous sommes regardés. Oui, le temps n'épargne même pas les meilleurs amis. Combat n'avait guère changé. Seuls ses cheveux étaient blancs. Mais cela lui convenait. Costume gris strict avec une chemise bleue, une cravate violette, un militaire suisse de Hanovre et une bague en platine. Sur l'annulaire de sa main droite complétait cet ensemble. Pas de donnant, pas de prise. Un homme d'affaires respectable chevauchant une pipe à pétrole. Nous dînions dans un restaurant chic au 8e étage de l'Hôtel Plaza, où Combat séjournait. Il y avait une foule bourdonnante, des serveuses à l'esprit vif et un orchestre jouant quelque chose de latin. Des meubles anciens, des guitares vintage sur les murs et les lumières de la grande ville la nuit derrière les grandes fenêtres en miroir du sol au plafond. Des côtelettes juteuses avaient déjà été servies et nous avons versé pour la énième fois. Buvons à notre peuple sans trinquer. Combat prit un verre à liqueur et versa silencieusement la vodka dans sa bouche. Il ferma les yeux pendant une seconde et expira. Eh bien, qu'est-ce que vous dites? Il est revenu à notre conversation. J'ai survécu à un morceau de clapot et j'ai soupiré. Vous ne soupirez pas comme une jeune fille avant le mariage. On vous a proposé un cas. Combat prit une fourchette sur l'emporte-pièce et la posa sur le pain. Le salaire est excellent, comme on dit, tout compris. Package social complet et tout le reste. Eh bien, vous l'avez compris. C'est comme si vous me recrutiez dans un club de striptease. J'ai ri. Combat ne partageait pas mon plaisir. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Eh bien, quelle est votre décision? Combat regarda sa montre. Je suis d'accord. Quand est-ce qu'on s'envole? Je t'appelle. Mon interlocuteur s'est levé, me faisant savoir que le public était terminé. La sonnette retentit. Olga arracha à peine la tête de l'oreiller. Les nuits blanches faisaient des ravages, et elle se dirigea vers la porte. C'est qui? Un coursier. Olga Vyacheslawovna Quada, c'est vous? Olga ouvrit la porte. Quel courrier attendait-elle? Le jeune homme lui tendit un paquet. C'est à vous de signer. Olga a vu son nom de famille sur l'emballage. De qui est-ce? Je ne sais pas. C'est mon travail de le livrer. Au revoir. Le gars s'est retourné et a couru dans les escaliers. Olga entra dans la cuisine et ouvrit soigneusement l'enveloppe. Elle déplia les documents pliés en 4. L'acte de propriété de l'appartement et les clés. Mon Dieu, elle n'en croyait pas ses yeux. Yura lui avait donné son appartement. Olga s'assit sur une chaise. Ses jambes ne pouvaient pas la retenir. Il y avait encore une note dans l'enveloppe. D'une main tremblante, elle déplia la feuille. Des larmes couvraient ses yeux, mais elle a réussi à le lire. Je ne suis plus un tel bâtard. Au revoir. Il n'y avait pas de signature. L'hélicoptère a tourné autour du Vanga, propulsant ses eaux brunes. Landing commandait le commandant à l'interphone. L'hélicoptère s'est légèrement incliné et s'est approché pour atterrir, visant l'étroite bande de plage bordant la jungle. Le pilote a atterri prudemment sur une surface plane, manquant de peu les arbres qui approchaient. Le moteur s'est arrêté, mais les pales ont continué à tourner. Quelle est la situation? Vint la voix du chef de peloton. Tout était normal. Le navigateur annonça et ouvrit la porte. Des soldats en tenue de camouflage sans insigne, tenant leurs mitrailleuses à portée de main, commencèrent à sauter sur le sable, prenant une défense circulaire.
Le commandant et moi avons été les derniers à quitter l'hélicoptère. J'avais l'habitude de mettre le RPK sur mon épaule et de chercher un guide local. Chers auditeurs, merci d'avoir terminé cette bobine jusqu'à la toute fin. Maintenant, s'il vous plaît, partagez dans les commentaires ce que vous pensez de ce que Dakota a fait. Et pensez-vous que le bébé venait vraiment de lui? Et si vous avez aimé l'histoire, s'il vous plaît aimez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Vous pouvez le faire directement sous la vidéo. Rappelons également que j'ai une deuxième chaîne d'auteur, dont je laisserai le lien ci-dessous cette vidéo. Restez en bonne santé, prenez soin de vous et de vos proches. Ne pas dire, aujourd'hui, je veux partager comment j'ai involontairement mis fin à mon mariage lorsque j'ai plié mes vœux. J'ai rencontré ma fiancée dans un cadre de groupe par l'intermédiaire de nos collègues. Un de nos amis communs, David, était mon meilleur ami, et c'était génial de le voir s'entendre avec la fille avec qui je sortais et à qui je l'ai demandé en mariage. Ma fiancée était ravie quand j'ai demandé à David d'être mon témoin, et je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. En y repensant, j'ai remarqué son excitation, mais je n'ai pas pensé à lui demander pourquoi. Avance rapide jusqu'à la semaine précédant notre mariage, et ma future femme, Bryant, était particulièrement excitée et collée à son téléphone. J'ai supposé que tout était lié à l'organisation du mariage, car elle s'arrêtait souvent et me demandait de choisir entre deux options. Bien que ces décisions soient triviales pour moi, j'ai accepté ses choix pour la garder heureuse. Avec le recul, je soupçonne qu'elle fabriquait des raisons de me parler pour que je ne la soupçonne pas de communiquer avec mon témoin. Il est intéressant de noter qu'elle et moi avons eu nos enterrements de vie de garçons respectifs le même soir. Lorsque mon témoin m'a appelé pour m'informer qu'il ne pouvait pas se rendre à l'enterrement de vie de garçon qu'il avait prévu pour moi, j'ai été extrêmement déçue. Il a expliqué que sa mère avait été hospitalisée de manière inattendue et qu'il avait besoin d'être à ses côtés. C'était une situation pardonnable, et je ne soupçonnais ni ne doutais de sa parole. Heureusement, j'avais encore un groupe d'amis avec moi, et nous avons passé un bon moment ensemble ce soir-là. Nous avons joué au basket à l'extérieur, puis nous nous sommes nettoyés et nous nous sommes dirigés vers un salon haut de gamme du centre-ville. Je me sentais comme un roi, et j'espérais que mon fiancé se sentait tout aussi heureux et excité à l'idée de notre mariage à venir. À ce moment-là, mon fiancé et moi vivions déjà ensemble, et nous avions fait un pacte pour nous abstenir de relations sexuelles pendant un mois avant le mariage. Je n'avais aucune idée à quel point ce serait difficile. Chaque nuit, nous dormions à tour de rôle sur la perle coulissante du salon. Quand je suis arrivée à la maison un soir, mon fiancé était déjà au lit, l'air paisible et angélique. Il était clair qu'elle avait passé une soirée amusante. Je l'ai doucement serré, mais en me retournant pour partir, j'ai remarqué quelque chose de brillant sur le sol près du bord du lit. La curiosité prenant le dessus sur moi, je l'ai ramassé et l'ai examiné de près dans ma main. À ma grande surprise, l'objet brillant que j'ai ramassé était un bouton de manchette fantaisie. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander à qui c'était. Mon fiancé ne possédait pas de bouton de manchette, et la seule paire que j'avais ne ressemblait pas à celle-ci. L'idée qu'un autre homme soit dans notre chambre m'a rendue anxieuse et j'ai commencé à me frotter impulsivement le visage, la tête et le cou. À ce moment-là, le téléphone de ma fiancée a vibré sur la table de chevet, et je pouvais l'entendre même si elle dormait profondément. Je me suis tenue à côté d'elle et j'ai lu ses messages, et une corde en particulier a attiré mon attention, celle avec mon témoin. Le SMS le plus récent était de lui, envoyé 4 heures plus tôt à 9 heures. En faisant défiler le fil de discussion, j'ai réalisé que mon fiancé avait invité mon témoin à son enterrement de vie de jeune fille, ce qui était inhabituel. Cependant, ce que j'ai lu plus haut était encore pire. Elle lui avait dit que la nuit de son enterrement de vie de jeune fille allait être leur nuit, car le lendemain elle m'appartiendrait. Il lui avait demandé s'il pourrait un jour la voir à nouveau, ce à quoi elle avait répondu que s'il la tentait suffisamment, il pourrait s'en tirer. Des messages des mois précédents montraient comment leur conversation était passée de strictement platonique à dragueuse. Il avait commencé à poser des questions sur son corps et elle avait commencé à lui envoyer des photos d'elle-même. Ils avaient prévu de passer du temps ensemble un jour où je pensais qu'elle était au travail, puis il lui a envoyé un message pour lui demander s'ils auraient dû le faire. Sa réponse a été « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien, juste comme ça ». En 1 heure, je suis passée d'un homme heureux sur le point d'être marié à un imbécile au cœur brisé qui complote pour se venger. J'ai pris 6 captures d'écran des pires messages qu'ils avaient envoyés, dont la gravité s'est évidemment intensifiée. Mon plan était de lire ces messages lorsque je devais lire mes vœux. Cela allait être terrible. Tout comme ce qu'elle m'avait fait était terrible. J'ai effacé toutes les preuves de mon enquête et j'ai pris un somnifère pour me reposer. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour constater que mon fiancé avait déjà laissé une note manuscrite expliquant qu'elle était allée se faire coiffer et maquiller. L'idée de devoir me tenir à côté d'un tricheur le jour de mon mariage m'a rendue amère. Elle ne me manquait plus et je ne voulais plus qu'elle s'excuse.
J'étais prêt à mettre fin aux choses parce que je ne pouvais pas croire à quel point elle avait trahi mon amour. Elle était la seule pour moi, mais je n'étais qu'une des deux pour elle. Je me suis habillée de mes plus beaux atours, mes cheveux étaient impeccablement coiffés et je sentais même merveilleusement bon. Une partie de moi avait l'impression que tout cela n'avait servi à rien, mais j'ai réussi à me convaincre que cela en valait la peine. Bien que j'ai envisagé de parler de mes projets à mon père, j'ai finalement décidé de ne pas le faire parce que je ne voulais pas qu'il m'en dissuade ou en informe les autres. À ce moment-là, mon ami le plus proche m'a envoyé un message pour me demander si j'étais en route pour le lieu. Une fois arrivé, il m'attendait dehors, habillé à neuf. Bien qu'il ait l'air impeccable, la seule chose à laquelle je pensais était de savoir s'il s'était souvenu de porter des boutons de manchette. Prenant un risque, j'ai faim de savoir et je l'ai informé qu'il en manquait un. Bien que je ne puisse pas le discerner avec certitude, il était clair qu'il était décontenancé. J'ai remarqué son embarras et je me suis senti un peu mal à l'aise moi-même. Il a expliqué qu'il avait dû l'égarer alors qu'il était accroché à quelque chose. Curieux, j'ai demandé à inspecter le bouton de manchette qu'il portait au cas où je trouverais sa correspondance. Son cœur battait la chamade et il transpirait abondamment à ce moment-là. J'ai trouvé son malaise amusant mais j'ai décidé de le jouer cool. Alors qu'il me révélait le bouton de manchette, je me suis rendu compte qu'il correspondait exactement à celui que j'avais dans ma poche à ce moment précis. Je le regardais avec une expression grave, luttant pour contenir mon envie de crier ou de le frapper pour sa tromperie. Il a remarqué mon malaise et m'a demandé si j'allais bien. Me secouant hors de mes pensées, je me forçai à sourire et le rassurer en lui disant que j'allais bien. Après tout, c'était le jour de mon mariage. Je lui ai donné une tape ludique dans le dos, le faisant sursauter, et je me suis dirigée vers le alors que les mêlées fastidieuses et la grande procession se déroulaient, j'ai réalisé que je n'avais plus jamais voulu avoir un mariage conventionnel. Toute l'affaire semblait ridicule et dénuée de sens. C'est à ce moment-là que ma future femme a fait son entrée dans l'allée. Elle était magnifique et tous les souvenirs de notre voyage ensemble me sont revenus. La situation était incroyablement injuste et je me suis retrouvée à pleurer de manière incontrôlable. Ceux qui m'entouraient semblaient remarquer mon malheur et mes larmes. J'étais dévastée, luttant pour contenir mes sanglots jusqu'à ce que le célébrant me demande de réciter mes vœux. C'était ma chance. Alors que je commençais à lire à haute voix les messages échangés entre mon fiancé et James, j'ai cité les dates et heures précises de chacun. Au début, c'était gênant avec tout le monde qui attendait patiemment que j'arrive au point. Cependant, en continuant à lire les messages de flirt, il est devenu évident qu'aucun d'eux ne serait fier de sa conduite. Alors que je continuais à lire les messages explicites à haute voix, les invités présents ont commencé à se tortiller mal à l'aise, se regardant les uns les autres alors que tous les yeux étaient fixés sur eux. Ma fiancée est devenue de plus en plus agitée, exigeant de savoir ce que je faisais et ce que je lisais. Après avoir lu un autre texte, elle m'a imploré d'arrêter. Cependant, j'ai commencé à réciter les messages très inappropriés dans lesquels James exprimait son désir d'être à nouveau en elle. Et mon fiancé l'a invité parce que j'avais quitté la maison. La pièce a éclaté en un bourdonnement de conversations feutrées et mon fiancé a tenté de me prendre mon téléphone. Soudain, mon témoin est sorti en trombe, suivi de 5 de mes garçons d'honneur. Alors que mon fiancé tentait de m'arracher mon téléphone, j'ai crié que j'avais des photos et des vidéos de leurs échanges illicites et j'ai proposé de les montrer à toute personne intéressée. Cela a fait sensation, les gens se levant rapidement de leur siège et quittant la salle. La célébration s'est demandé si nous allions toujours de l'avant avec le mariage, ce qui m'a incité à laisser échapper un rire bruyant et sarcastique. Mon ex était maintenant à genoux, vêtu de sa robe blanche et sanglotant de manière incontrôlable à l'hôtel. Ces demoiselles d'honneur étaient figées sur place, ne sachant pas comment réagir. Peut-être que certains d'entre eux avaient déjà soupçonné qu'elle couchait avec James ou avaient été témoins de leur flirt. J'ai eu une grande satisfaction à voir que personne ne s'est précipité pour la consoler ou la faire se sentir mieux. Je suis sortie pour vérifier mon témoin, seulement pour trouver sa voiture entourée des 5 garçons d'honneur qui lui criaient dessus et lui hurlaient dessus pour sa trahison. À ce stade, j'étais épuisée par tout le drame et je voulais juste me reposer. Ma tête battait la chamade. J'avais l'impression d'avoir déjà pris ma revanche et j'avais juste besoin de faire une sieste. Je leur ai demandé de le laisser partir et de reculer, réalisant que le garder là-bas ne résoudrait rien. Ils se sont retirés à contre-séhur, et alors qu'ils le faisaient, ma future épouse, Bryant, est sortie en courant de la salle avec ses demoiselles d'honneur, l'évitant et la condamnant pour être une personne terrible. Elle a couru derrière la voiture de mon témoin, avec ses demoiselles d'honneur qui la poursuivaient et la traitaient de personne terrible. Après environ 10 mètres, le témoin l'a remarquée dans le miroir et s'est arrêté. Elle est montée dans la voiture et ils sont partis. Quand je me suis retournée, j'ai vu que la plupart de nos invités regardaient la scène se dérouler. Beaucoup d'entre eux sont venus me voir, m'offrant des câlins et des conseils. C'était étrange,
presque comme une séance de conseil en deuil avec un mélange de notre famille et de nos amis. Cependant, mon expiation avait perdu le soutien et le contact des personnes sur lesquelles elle comptait autrefois et qu'elle connaissait si bien. Ils ont déménagé ensemble dans un nouvel état, mais leur cohabitation n'a duré qu'1 an. Par la suite, mon ancienne partenaire est retournée chez ses parents, qui étaient déçus et désobligeants. C'était une perte de temps colossale. Malgré tout cela, elle a tenté de solliciter un autre rendez-vous avec moi, mais j'ai jugé ses actions folles. Quant à mon ami le plus proche, je n'ai reçu aucune communication, mais je m'en contente. Je ne peux plus entretenir d'amitié avec lui de toute façon. Heureusement, mes amis et ma famille m'ont soutenu et m'ont découragé de perdre espoir ou de devenir excessivement découragé. Bien que je n'ai pas recommencé à sortir avec quelqu'un, j'ai rencontré une femme merveilleuse que j'ai l'intention d'inviter à sortir. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse m'accepter pour ce que je suis exclusivement. C'est parce que mon ancien partenaire m'a inculqué une graine d'incertitude. Pour lutter contre cette insécurité, je préfère prendre mon temps pour établir des relations étroites avec les autres. Je leur demande tout ce que j'ai besoin de savoir et je partage mes expériences personnelles avec eux, afin qu'ils comprennent mon point de vue. Oh, ma réaction a été de stupéfaction. Il est rare que des individus endurent un tel degré de stress, comme vous l'avez fait. J'admire votre ténacité et votre courage dans la collecte et la lecture des messages à haute voix lors du mariage. Je pense que c'était la méthode la plus efficace pour que votre ex-partenaire apprenne de son erreur. Je suis ravie d'apprendre que vous avez reçu un soutien substantiel ce jour-là et au-delà. C'est épouvantable que votre meilleur ami et fiancé de tous les gens vous trahissent de cette manière. Cependant, j'ai trouvé votre histoire captivante, d'autant plus que leur union a été de courte durée, bien qu'ils aient échappé aux critiques ensemble. Cela a dû être une source supplémentaire de remords pour eux deux. À ce moment-là, ils ont probablement réalisé qu'ils avaient non seulement ruiné la vie de ceux dont ils s'occupaient, mais aussi la leur. Il semble que vous possédiez la capacité de progresser et d'aller de l'avant. Merci, Oh, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Nous vous apprécions, vous et votre rétablissement émotionnel inébranlable. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé écouter, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Commentez également ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé.